Timothée Somba, le journaliste est sur le plateau. On va dire ville morte au Cameroun, fantasme ou réalité. Alors, revenons sur justement ce qui amène à cette évocation, à cette mise en avant d'un phénomène de ville morte. S'agit-il d'un phénomène spontané ou alors c'est une invite politique qui a été adressée par un acteur qui voudrait peut-être voir le cours de l'histoire bouleversé? Votre question contient déjà elle-même la réponse. Parce que si on décide de rester dans la factualité, on dit les faits sont sacrés. C'est qu'il y a bel et bien un acteur politique qui est en train de dérouler son agenda de renversement de l'ordre gouvernant en place. Parce que la présidentielle, en réalité, n'était qu'un prétexte. Il savait très bien qu'en allant à cette élection, il ne pouvait pas la gagner. Mais il avait déjà prévu tout un dispositif de contestation avant l'élection. Il s'est mis à contester le processus électoral le jour dit, il s'est autoproclamé. Et le lendemain, il a commencé à appeler à la défense de sa victoire, en précisant qu'il n'allait pas rester pour revendiquer cette fantasmatique victoire au niveau du Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il a décidé de se mettre dans l'escrat institutionnel. Et lorsqu'on décide de se mettre en marge des institutions, c'est qu'on a un agenda qui est différent de l'agenda républicain. C'est donc lui, accompagné par un complexe médiatico-tribal d'individus qualifiés abusivement d'influenceurs, parce que l'influenceur se caractérise par la vertu de ce qu'il propose, mais là on a plutôt des individus qui se qualifient par la moralité et l'immoralité, anti-républicaine, et qui brillent donc par des appels au casse, des appels au meurtre même de certaines personnalités. La preuve en est que celle qu'on appelait Reine des Bois a été prise par les autorités judiciaires qui avaient ciblé les maisons de certaines autorités, notamment le président du Conseil constitutionnel, le ministre de l'administration territoriale, estimant que c'est par là qu'il fallait commencer à brûler. Donc, c'est l'orchestration d'un homme politique qui a compris qui ne peut pas gagner une élection et qui veut renverser l'ordre gouvernant par la rue. Ouais. Maintenant, ayant échoué au niveau de l'escalade qu'il espérait en termes de marche dite pacifique, qui n'ont pas été suivies, ayant échoué au niveau d'une certaine virulente contestation populaire qui n'a pas été suivie, il se lance désormais dans les villes mortes. Maintenant, pourquoi j'ai dit que ces appels n'ont pas été suivis? On a pu observer que dans tous les coins où il y a eu quelques échauffourées, c'était davantage, non pas des militants, mais des individus, des mineurs, des bandits, des brigands que l'on a appréhendés pour se rendre compte que la plupart n'avaient même pas de CNI. Si vous n'avez pas la CNI, c'est clair que vous ne pouvez pas avoir la carte d'électeur, n'avez pas de carte de membre du parti, et qu'il y avait beaucoup d'immigrés clandestins. Oui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est que il n'y avait pas de leader. Cette absence de leader dans la conduite des marches démontre bien que l'appel n'a pas été entendu. Maintenant, si je prends le cas de Marois, le président de la branche de Marois du FSNC de ce parti a carrément appelé à ne pas marcher. C'est un jeune qui a fait parvenir. Alors, Timothée Somba, avant qu'on aille, puisqu'on va faire un balai assez synthétique, justement des températures, restons d'abord dans la ville de Yaoundé. Vous avez vu une ville assez dynamique, une ville où on a quelque peu été dans la normalité, mais l'honnêteté de journaliste voudrait aussi qu'on ait pu constater ici et là quelques estrades commerciales fermées, quelques magasins fermés. Est-ce qu'on pourrait mettre tout cela dans justement la pluie qui a accompagné la ville de Yaoundé très tôt ce matin, ou alors dans une peur de représailles, puisque on ne va pas se le cacher, il y a aussi cet aspect-là qui a été distillé au travers des réseaux sociaux, comme quoi ceux qui s'aventureraient
à ouvrir leurs établissements commerciaux ferait l'objet de représailles et qu'il y a une communication tendant à rassurer véritablement les populations que l'État prend toutes les mesures pour que cela ne puisse pas arriver. Non, votre question va dans le fil de mon déroulé, c'est bien. Les villes mortes répondent à un besoin. Un besoin qui est devenu un besoin stratégique de ceux-là qui veulent renverser le régime en place. C'est quoi? Il y a des gens qui estiment avoir le monopole de l'activité économique au Cameroun et qui ont majoritairement voté pour ce candidat-là dont je ne veux pas prononcer le nom, au risque de lui faire de la publicité gratuite, qui ont compris quelle est leur démarche, asphyxier le peuple camerounais en bloquant justement l'économie dont ils ont le monopole de certains secteurs d'activité, de sorte que le peuple affamé, à cause des boutiques fermées, des boulangeries fermées, des microfinances fermées, des ventes, des échoppes de vente de gaz fermées, des pharmacies fermées, va finir par descendre dans la rue. Malheureusement pour eux, ils ne parviennent même pas à faire chorus. Alors, qu'est-ce que j'ai observé aujourd'hui? C'est que sur la même avenue ou le même couloir, il y a 10 boutiques. 6 sont ouvertes en jouant de la musique et autres, et 4 sont fermées. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui, de façon consciente ou inconsciente, obéissent ou alors s'allient derrière ce modus operandi qui voudrait qu'on soit dans des villes fantômes au Cameroun. Ils ne sont pas dans la logique inconsciente. Ils sont dans la logique consciente, orchestrale et orchestrée. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez une peur des casses. Oui, il y a une psychose. Il y a une spectrification de la violence. Mais elle n'est pas réelle. Il n'y a pas de casse à Yaoundé. Il n'y a pas de vandal à Yaoundé. Yaoundé est hyper sécurisé. Rien ne justifie que sur le même couloir, 6 boutiques soient ouvertes, ou 7, et que 3 boutiques soient fermées. Ça veut dire que celui qui ferme sa boutique n'a pas de motif objectif de fermer. La seule hypothèse dans laquelle qui peut justifier qu'il ferme sa boutique, c'est qu'il obéit à une logique. Et un transporteur en commun qui m'a permis d'aller chercher les enfants à l'école m'a dit, quand vous nous demandez d'ouvrir, c'est que vous êtes en train de nous taper et de nous empêcher de pleurer. Donc, la logique de ville morte, pour certains, est le continuum de la contestation. Mais c'est une contestation qui est très dangereuse. Parce que, voyez-vous, la manifestation voudrait que vous sortiez, oui, vous vous exprimiez et vous rentrez chez vous. Or, celui qui ferme la boutique, il déstructure le tissu économique, il crée des désagréments aux consommateurs de la zone qui dépendent de lui. La question que je me pose, c'est comment va-t-il faire pour rattraper la perte financière? Permettez-moi de sortir par là. Rapidement. Et c'est là où on vous dit qu'il y a des mots d'ordre reçus et qui promettent des primes à ceux qui ferment les boutiques. Tu vends combien par jour? Ma recette journalière, c'est par exemple 100 000. Et celui qui vous demande de fermer la boutique dit ferme. Nous, on va te rembourser les 100 000. Merci Timothée. Ça veut dire que c'est un phénomène qu'il faut suivre de près. Il faudrait même enquêter auprès de ceux qui, nonobstant le climat sécuritaire excellent, s'obstinent quand même à fermer. Ils sont complices de quelque chose. Merci Timothée Somba. On va investiguer sur la question. C'est vrai que si ce que vous dites est avéré, nous sommes dans un construit. Alors, Jean de Dieu Vouna, je me tourne vers vous. Yaoundé, capitale du Cameroun, vous l'avez dit en venant, vous avez vu une ville assez normale, mais le journaliste sur le plateau nous révèle qu'il y aurait conspiration dans la cité capitale, qu'il y aurait, on met de gros guillemets, justement, ce modus operandi qui voudrait encourager, inciter les uns et les autres à garder les estrades fermées, contre prime, contre justement motivation. Est-ce que lorsque l'on est acteur de la société civile comme vous, on peut comprendre que certains soient prêts à prendre de pareils risques juste pour des intérêts non avérés, assez obscurs, politiciens? Est-ce que c'est compréhensible, Jean-Dieu Vouna?
Vous me permettrez d'abord de saluer la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont fait montre de professionnalisme, pour ne pas me répéter, pendant les moments de marche et de casse. J'ai vu des officiers supérieurs de l'armée aller au contact des populations et dialoguer, causer. Et c'est très très rare en Afrique de voir une armée aussi professionnelle que la nôtre. Je salue vivement cette colonne vertébrale de notre sécurité. Pour répondre à votre question, je dirais que il n'est pas simplement une question de politique, c'est une question de géo-ethnicité. Parce que certains groupes ethniques veulent créer non pas seulement un poids sur veulent peser sur la balance au niveau stratégique de la gouvernance, mais aussi ils veulent susciter une crise pour l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Il faut comprendre la stratégie. Plus il y aura ville morte, moins il y aura de ventes, plus les stocks seront gardés et au moment où il n'y aura pas ville morte, la spéculation, on va augmenter les prix. Voyez-vous, aujourd'hui, quand j'étais dans un taxi là, au moment où je me déplaçais, le taximan dit qu'il s'est arrêté au niveau de Ormi pour demander à acheter un fruit. Quand tu es Cameroun, n'oubliez pas que nous sommes suivis. Oui, à Yaoundé, pour demander un fruit, une orange, quand on lui a une à 200 francs. Donc, il y a une volonté de créer une crise pour augmenter, pour spéculer au niveau des prix et se faire entrer en négociation avec leurs gouvernants pour que, au passage, les gens puissent négocier des positionnements sur le plan communautaire et même sur le plan économique. Il est important de le noter. Savoir que derrière toutes ces choses se cachent des intentions, des stratégies, des lobbies même qui sont tapis dans l'ombre et qui donnent des ordres, qui veulent qu'il y ait réellement ville morte. Mais je crois que, comme le disait un panéliste, le peuple camerounais est assez complexe, il est assez mûr et il a compris que si un seul instant, il lâche du liesse et se donne à cette manipulation, c'est lui qui va souffrir, c'est le peuple profond qui est en souffrance. Dites-vous, on nous parle aujourd'hui de 5 000 francs le kilogramme de viande. S'il arrivait qu'il y ait guerre ou alors ville morte, il reviendrait à combien? Certainement le double. Et qui en profiterait? C'est les éleveurs, ceux qui ont les cheptels et autres. Vous voyez donc qu'il y a une stratégie. J'ai suivi quelqu'un qui sort d'une région qui nous faisait carrément des statistiques des pourcentages de la région, des 3 régions du Grand Nord, disant que les cheptels, les oignons, l'ail et autres venaient carrément du Grand Nord. Donc s'il y a effectivement ville morte, il y aura augmentation des prix sur le marché et c'est le panier de la ménagère qui va en souffrir. Nous, au niveau de la sécurité civile, nous demandons à ce que le gouvernement continue à prendre ses responsabilités, à sensibiliser et disons aussi à ceux-là qui sont tapis dans l'ombre de regarder non seulement à leurs intérêts égoïstes, mais de se souvenir que tous nous sommes un seul peuple. Lorsque on augmentera le prix pour le kilo de riz, ce sera aussi cette augmentation du kilo de riz sera aussi pour ta grand-mère, pour ton frère. Ce ne sera pas pour une communauté, ce ne sera pas pour une classe sociale, ce sera pour tous. Il est donc urgent de revenir sur de meilleurs sentiments afin que le peuple qui subit, parce que il est important de noter que si il y a eu à avoir peur de quelque chose, c'est d'avoir peur d'un peuple qui a faim. Il est capable de se lever comme un seul homme et ne plus regarder aux intérêts de qui que ce soit. Merci Jean-Dieu Evouna. Alors, Patriarche Bikoro, avec vous, on va faire un retour
dans l'histoire, 92, certainement vous étiez plus jeune que ça, mais vous étiez déjà de ceux qui observent les faits sociétaux. Vous avez vécu cette histoire, ce phénomène des villes mortes. Est-ce qu'on peut dire à l'observation que 92-2025, rien n'a changé, que le logiciel est le même et que les acteurs aussi sont les mêmes? Il y a des phrases célèbres que j'avais utilisées à cette époque. Tout a changé, rien n'a bougé. Il faut quand même reconnaître que c'est conjoncturel. Dans les années 90, après le fameux discours de la Bolle, parce que les autres ont presque compté sur la détente qui avait été mise en place dans le subconscient africain d'une certaine libération identitaire. Parce que quand vous restreignez cette histoire rien qu'au Camerounais, vous avez fait faux. Dans les années 90, c'était un peu la mode. Oui. On l'a vu après les fameux sachets de yaourt qui avaient créé le printemps arabe. On n'a même pas eu le temps de se rendre évidence qu'il n'y a pas de printemps en Afrique. Parce qu'on n'avait pas su que la vraie guerre de demain, c'est la guerre de communication. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Donc c'était les émulsions populaires qui étaient pratiquement généralisées et on pouvait identifier très rapidement d'où ça vient. Et je viens de vous citer le discours de la Bolle. Oui. Et la déflagration du mur de Berlin. Et vous savez que les autres, toutes leurs guerres, toutes leurs maladies doivent être des guerres mondiales, des maladies mondiales. Maintenant, quand je l'ai dit, vous conviendrez avec moi que les acteurs n'ont pas beaucoup changé. Oui. C'est d'ailleurs un indicateur qu'au Cameroun on vit longtemps, ça veut dire qu'on mange un peu. Tout en dehors de ceux qui sont morts entre-temps. 1992 était la conséquence de tout ce qu'on avait installé en Afrique. On disait qu'il faut que tout change. Parce qu'il y avait un seul maître, les subconscients étaient encore abattardis. Et vous allez donc remarquer qu'il y a deux choses qu'il faut prélever ici. La stratégie et le modus operandi. Si on peut se dire que la stratégie est la même, le modus operandi lui tient compte... La stratégie est la même? Oui, c'est-à-dire que vous avez... Rejetez-nous, ramenez-nous en 92. Je suis toujours en 92, c'est-à-dire... La stratégie est la même, c'est-à-dire quoi? Il y a des acteurs qui ont été battus en élection, qui ont voulu créer justement cette façon de faire là pour contester un ordre établi. Non, si je dis que la stratégie est la même, ça veut dire qu'il y a eu des élections. Oui. Des élections qui n'étaient pas nécessairement celles voulues par les Africains. C'est-à-dire qu'un type dit, chaque fois que j'ai faim, je change la mentalité de celui qui doit me donner à manger à moins cher. Donc nous sommes tous tombés là-dedans. Et à la fin du processus en 92, pour le cas du Cameroun, après qu'on ait demandé les villes mortes, qu'on ait demandé les conférences nationales souveraines, qu'on ait demandé tout ce que vous voulez, c'est-à-dire les ordres, on doit partir à tabula rasa. Le Cameroun a résisté. Et quand le Cameroun a résisté, on a mis un mode opératoire en place, celui d'amener hors élection le système en place qui n'est plus en odeur de sainteté avec le maître. Oui. On les aide donc à être asphyxiés. Certains pays sont tombés là-dessus. Vous allez voir que, généralement, M. Nudjon Frundi a dit qu'il ne reconnaît pas le vainqueur. Les gens qui étaient avec lui, ils sont encore vivants. Et il n'a pas reconnu l'électeur. Ils sont allés dans les villes mortes. Mais au-delà des villes mortes, ils sont allés dans les... Est-ce qu'à ce moment-là, John Fungi, père son âme, appelait justement aux villes mortes? Il avait appelé à ce qu'il y ait des villes mortes, lui aussi, en tant que contestataire des résultats des élections. C'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit stratégie. Si vous vous arc-boutez sur le personnage, qui est en réalité le produit d'une stratégie qui a été mise en place, on ne l'a pas choisi au hasard. Parce que les gens qui étaient dans la contestation, ce n'était pas de John Frundi. L'un d'entre eux vient de mourir, d'abord Maître Yondo Black et autres. Oui. Mais vous constatez qu'on choisit toujours un personnage, je ne sais pas sur quel critère, qui porte le flambeau d'un magma qui a été déjà arrangé sans lui. Et vous allez constater que 10 minutes après, M. John Frundi s'est retrouvé avec une adhésion populaire qu'en réalité lui-même n'a pas conçue ni élaborée. La bonne question est celle de savoir pourquoi on choisit toujours quelqu'un à ce niveau-là. Et lorsque M. John Frundi, je ne sais pas s'il s'est rendu compte de cette stratégie qui faisait de lui le bouc émissaire, je crois qu'il a posé un acte dans le même temps, en 92, après en disant qu'il ne peut pas tuer tout un peuple au nom d'aller à une seule place qui s'appelle le président de la République. Oui.
les villes mortes faisaient partie du modus operandi pour aboutir à un truc. Parce qu'on a commencé par les casses, on a commencé par la destruction des édifices publics, on est allé jusqu'aux assassinats. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, il y a un gouverneur qui avait perdu son fils dans cette histoire, il y a un sous-préfet qui a été fait. Après donc, ils ont installé le régime de terreur qui peut expliquer, vous allez comprendre ça pour 2025. C'est-à-dire que on commence donc à faire peur aux gens parce que l'adhésion n'ayant pas suivi de façon logique. Oui. Il faut donc forcer l'adhésion d'un certain nombre de populations. C'est le cas aujourd'hui, lorsque c'est pour ça que je vous ai dit on oblige des gens à garder les boutiques fermées. Je ne sais pas si on les oblige, mais il peut aussi arriver que par le phénomène de l'économie de la guerre, qu'on ait amené des gens qui, peu ou prou, peuvent y adhérer. Moi, je ne vais pas tomber dans le piège de dire tel ou tel. Vous allez constater que, pour le cas de 90, il y a des gens qui sont enrichis avec les cartons. Il y en a qui se sont enrichis par le fait que les boutiques n'étant pas ouvertes, il faut bien que les gens mangent. On pouvait donc vous vendre un sac de riz à 300 000 francs, puisqu'il faut que les enfants mangent. Donc il y a toujours quelqu'un qui trouve son compte lorsqu'on laisse perdurer ce genre de situation. Et vous allez voir qu'en 2018, vous voyez que je saute un peu, oui. En 2018 c'était le même modus operandi et la même stratégie. Mais maintenant avec un autre personnage qui était présent dans les années 90, 91, 92. On remet dans l'affaire en place, sauf que les erreurs stratégiques de ceux qui sont les donneurs d'ordre. A dit Patriarche Bikoro que justement votre histoire ne bégaye pas, elle se perpétue de façon indéfinie. J'ai bien dit que l'histoire ne s'arrête pas. Ça veut dire que ce qui s'est passé en 90, 91, 92 peut se passer en 94, peut se passer en 2017 parce que l'objectif pour lequel cette situation s'est mise en place n'a pas encore été atteint. Et quel est l'objectif? Mais l'objectif, c'est de changer les leaderships qui ne sont plus acquis aux donneurs d'ordre. C'est un objectif clair. Tous les personnages que vous citez là, toutes les situations que vous décrivez, en réalité, c'est des pions dans un échiquier qui ne dépend pas. Il ne s'agit pas de fantômes. On a les mêmes. On a le président Biya qui est toujours président. Je vous ai dit que les personnages... Kamto à l'époque, directeur de campagne, John Fundi, on a Saturoma Bakari, on a Setane, on a Djaloni, on a... Je venais de vous dire tout à l'heure que les personnages sont les mêmes. Oui. Les situations ne sont pas nécessairement les mêmes. Parce que quand vous engagez dans des situations de fatwa là, il faut se rendre à l'évidence qu'il ne faut pas prédisposer de l'adversaire, de la faiblesse de l'adversaire. Entre-temps, quand je dis que l'histoire ne s'arrête pas, ça veut dire que ceux qui sont mis par la logique institutionnelle, et ils n'ont pas dormi. L'erreur, c'est de croire que depuis 1990 jusqu'en 2025, vous remettez le même système et le même système va avoir les mêmes effets sur les gens. Ça veut dire qu'on avance. On avance. Peut-être que les institutionnels, ils ont déjà trouvé comment contrecarrer. Parce que vous allez remarquer que si en 2018, on a fait des marches, on a simplement extrait quelques individus qui étaient soit dans l'hypocrisie, soit dans l'imposture. En 2025, on veut remettre la même chose, mais on tient compte de l'environnement en place. La preuve est que depuis 2 ou 3 jours aujourd'hui, ils ont décidé, dans le logiciel qui est le leur, d'enlever les assassinats, puisqu'il y a l'armée qui a pris le contrôle. Oui. Hein? La population n'est plus la même. On a pu remarquer que quelqu'un qui échoue 3 ou 4 fois en faisant la même chose peut ne pas être à même de conduire quelque chose. Et généralement, on aurait pu, si c'était pour un changement normal, aller chercher les personnages et les acteurs politiques qui sont restés focus sur la notion de changement. Mais on va toujours recruter, c'est des gens qui avaient déjà abandonné le changement, mais par une frustration. Sont une bête qui est bonne pour aller à l'abattoir. Maintenant, au sein de la population, il y en a qui n'ont pas vécu dans leur chair ce que nous on a vécu dans les années, au cours des années dont je vais vous faire allusion. C'est la preuve par un phénomène, parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués. Vous vous souvenez que pendant longtemps, si je vous ai dit que quand vous êtes les médias, les musées de la République, il y a des termes, il y a des mots que vous ne devez pas utiliser parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que le Cameroun a vécu. Il faut donc dire aux gens que ça va crescendo. C'est rendu compte d'une résistance farouche.
mais professionnels des forces de défense et de sécurité, c'est rendu à l'évidence que le Cameroun a augmenté au moins de 10 à 15 millions et qu'il y a des gens qui sont focus sur les objectifs qui sont les leurs. Le seul fait même que vous ayez depuis 1990 pratiquement les mêmes personnes qui s'intéressent à l'activité politicienne devait renseigner les gens qui amènent le même modus operandi que dans la matérialisation, ça ne sera plus la même chose que dans les années 90, dans les années 2018. Merci. On va revenir vers vous. On prend une réaction qui nous paraît assez parlante. Elle dit bonsoir. L'État du Cameroun doit créer une société de transport interurbain qui couvre tout le pays. Aujourd'hui, on ne peut pas voyager parce que tout est entre les mains des privés. Alors, je vais me tourner vers l'économiste Dr Julien Onguéné est sur le plateau. Ce qui pourrait s'apparenter à une question périphérique, celle du transport urbain, peut nous amener à justement le coût d'une situation pareille, puisque des informations nous font comprendre que voyager d'une région à une autre à l'heure actuelle est assez difficile. Nous avons eu à mener nos investigations. On s'est rendu compte qu'il y a des Douala même qui sont les deux grands pôles au Cameroun ralliés. Ces deux zones interurbaines semblent aujourd'hui ne pas être à la portée du premier citoyen venu. Il y a quelques difficultés. Qu'est-ce que ça coûte pour un pays comme le Cameroun, une seule journée de ville morte? Très bien. Les statistiques sont légion. Hein. Ça, il faut se le dire. Vous savez, le niveau de consommation moyen par jour pour un pays comme le Cameroun, aussi autour de 40 milliards de francs CFA de consommation. Par jour? Par jour. Oui. Le Cameroun consomme en moyenne 40 milliards de francs CFA. Oui. Ça veut dire que vous et moi, si je dois acheter du pétrole, si on doit consommer du téléphone, si on doit payer le transport et autres, ça fait à peu près 40 milliards de francs CFA. Et dans ces 40 milliards, docteur Julien Onguéné, qu'est-ce que l'État gagne? L'État gagne en prélevant, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a... Pour comprendre... J'y viens. Pour bien expliquer ça à ma grand-mère d'Engel Menduka, parce que lorsque vous avez une masse critique de consommation de 40 milliards de francs CFA par jour. Ça veut dire en réalité que chaque bien qui est consommé là est prélevé par exemple de la TVA. Si vous essayez d'évaluer cette TVA en termes de recettes fiscales internes, c'est beaucoup. Ça représente à peu près 30%, parce qu'il faut bien comprendre que la TVA est le maillon fort des recettes fiscales internes. Parce que la fiscalité d'un État, c'est la fiscalité de porte, les droits de douane et la fiscalité interne. Et la TVA est le maillon fort, parce que tout ce qui est consommé est prélevé déjà de la TVA. Mais il y a des biens qui sont consommés, mais qui font l'objet de distractions, parce qu'il y a certains agents économiques véreux qui réussissent parfois à corrompre, n'est-ce pas, les agents des impôts. Ça, c'est le lieu de le dire au niveau de la consommation. Maintenant, il faut bien savoir que quand on analyse les chiffres du PIB d'un pays comme le Cameroun, le PIB moyen d'un pays comme le Cameroun par jour représente à peu près 300 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Quand vous essayez également d'évaluer ce que l'on appelle le taux de croissance, parce qu'une ville, il y a une ville dont il faut faire très attention. La seule ville de Douala, à elle seule, représente à peu près 31,5% de notre production brute au niveau national. Essayez d'imaginer un peu l'impact que ça peut avoir sur la croissance économique. Alors, docteur Onguéné, si l'on devrait être simple et pragmatique, nous sommes en ces lieux, le constat a été fait, il n'y a pas véritablement une ville morte, mais il y a eu ici et là quelques soupçons. Si on peut se dire que sur une échelle de 10%, il y a eu résistance ou alors obéissance à un modus operandi à 25-30%, qu'est-ce que le Cameroun aurait perdu donc avec ces 30% en cette seule journée de lundi, par exemple? Très bonne question. Il faut savoir que nous sommes là dans une crise de court terme. Elle est conjoncturelle pour le moment. Et généralement, les crises conjoncturelles ont un impact assez faible pour une économie. Je voudrais rappeler quand même que lorsqu'on essaye d'évaluer un peu les petits
difficultés qu'on a eues en matière d'approvisionnement et autres, toutes les lenteurs, les déplacements et autres, on essaie quand même d'évaluer, parce que je m'amusais un peu à voir un chiffre depuis le matin là, parce que j'étais quand même persuadé que je pourrais être interpellé sur les chiffres. Oui. En réalité, comme on est dans le très court terme, si nous avons... que nous avons, puisque... Oui, la crise est conjoncturelle pour le moment. Nous sommes dans le très court terme. Nous sommes dans le très court terme. Il y a de s'inquiéter. Parce qu'en réalité, si la crise se généralise, parce qu'on n'a pas encore atteint le stade, je veux dire, on est encore au stade embryonnaire. Oui. On est au stade embryonnaire d'une ville morte. Parce que si on atteint le stade de la croissance d'une ville morte, ça va être techniquement compliqué. Parce que une crise normale bouffe le PIB du Cameroun à hauteur de 0,1%. C'est-à-dire qu'on se retrouve là par jour dans les 350 à 400 milliards de francs CFA. De pour l'État du Cameroun. Pour l'État du Cameroun, en termes de PIB. Parce qu'on ne s'approvisionne pas, parce qu'on ne consomme pas, parce qu'on ne produit pas, le pétrole n'est pas consommé, le transport ne produit pas, et les taxes. Les taxes. Parce que vous savez que le Cameroun, c'est à peu près 36 milliards en moyenne par jour prélevé. Dès que c'est fermé en une journée, c'est-à-dire, on peut dire que là, dans le très court terme, le 36 milliards, on est dans les près de... C'est-à-dire, si on évalue aujourd'hui, la seule journée d'aujourd'hui, peut nous coûter près de 20 milliards. Avec ce bémol qu'on est... Justement, vous avez l'expression, quelque chose d'embryonnaire, mais qu'il ne faudrait pas que ça s'étende. Ça ne doit pas s'étendre, parce que pour la seule petite journée de celle-ci, si on a une perte, par exemple, de 20 milliards de francs CFA en termes de recettes douanières et de recettes internes, ça fait quand même près de 20 km de route à goudronner. Vous essayez d'imaginer, si on fait l'hypothèse que la route la plus chère en termes de kilomètres dans le monde coûte 1 milliard de francs CFA. Si vous essayez d'évaluer un peu le nombre de fonctionnaires qu'on peut payer avec ces 20 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Si vous essayez d'évaluer un peu le nombre d'entreprises qu'on peut subventionner, petites et moyennes entreprises qu'on peut subventionner avec ces 20 milliards, c'est relativement... ça a une conséquence quand même, ma foi, très grave. Nous sommes encore dans le moyen terme, la crise est encore conjoncturelle, il y a quand même lieu de la maîtriser, parce que ce qui m'amuse, c'est que certains pensent que c'est pour les autres. Il faut faire très attention. Certains pensent que c'est pour les autres. C'est pas pour les autres. Voilà. C'est pour nous tous. Il y a trois grands agents économiques dans une économie. L'État, qui régule et qui prélève. Les ménages ou les consommateurs, qui consomment et qui contribuent à donner à l'État la TVA et autres. Et les entreprises qui doivent produire, faire des recettes. Ils ne font pas, ces entreprises ne font pas les recettes pour les ménages. Ces entrepreneurs ne font pas les recettes pour les ménages. Ces entrepreneurs font d'abord les recettes pour eux. Ce n'est pas une crise pour les autres. Comme on dit dans mon quartier, vous croyez que, ou dans mon village, vous croyez qu'on fait taquer. Attention. Merci, docteur Anguéné. Alors, une contribution qui nous parvient à l'instant, puisque l'émission aussi est faite pour vous. Bonsoir. Je regrette d'avoir voté ce leader qui aujourd'hui ne se soucie plus de nous. Le peuple qui l'a voté, quand il ordonne les villes mortes, je ferai comment pour payer mon loyer, envoyer les enfants à l'école, encore moins les nourrir. Je ne n'allez pas appeler, s'il vous plaît. Si je n'ai plus vendu au marché, même pour un seul jour, c'est pénalisant pour moi, alors que lui, ce leader, n'a même plus un enfant mineur. Tous ces enfants vivent hors du pays, donc je suis contre ce genre d'actes lâches et immatures. Je regrette amèrement de lui avoir fait confiance. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Alors, cette contribution pourrait paraître triviale, mais elle est évocative, justement, de la perception que les Camerounais ont d'une classe politique qui parfois ne mesure pas les enjeux de telle ou telle orientation. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire, avec ce que nous vivons, qui a été relayé par l'économie sur le plateau, que cette posture, allant dans le sens de ville morte contraignante au Cameroun, est un échec pour la classe politique camerounaise qui ne sera pas parvenue, après 92, où cette ville morte ont été expérimentées, à trouver des solutions dans l'optique, si tel est vrai qu'il y a compétition politique, de renverser le président Paul Biya dans les urnes. Bon, si je dis échec de la classe politique, ça veut dire que c'est toute la classe politique, ce qui ne saurait être vrai. Et là, la contribution de ce téléspectateur ne fustige pas que la classe dirigeante.
ou la classe politique, ça fustige aussi l'immaturité de certains votants. Quelqu'un débarque à 2 mois d'une élection, pendant que les autres étaient sur le terrain pendant 7 ans, tu vas lui accorder ta voix. Quelqu'un vous dit qu'il est un bon diable. Est-ce que le diable a été bon un jour? Mais tu vas lui accorder ta voix. Il faut savoir que dans les actes physiques, il y a la dimension métaphysique, il y a la dimension mystique. Les actes que ce monsieur pose aujourd'hui sont éloquents de la dimension mystique de ses objectifs. Il a besoin du sang. L'autre avant lui a évoqué 50 morts au Sénégal. Pour nourrir leurs ambitions mystiques, ils ont besoin du sang. Et comment ils vont faire couler le sang? C'est en militant pour les casses, c'est en militant pour des villes mortes. J'ai vu une scène à Yudissan, sur une artère d'une autre ville, où ils ont bloqué l'accès à une ambulance. Lorsqu'on empêche que l'ambulance circule, c'est qu'on veut quoi? Que le malade qui est à l'intérieur... En période de guerre, on n'empêche pas l'ambulance. C'est pour que le malade qui est à l'intérieur sombre. Mais aujourd'hui, moi je peux juste rassurer les Camerounais de ce que, comme le disait M. Nguine tout à l'heure, ce sera conjoncturel. Parce que les ports, par exemple, fonctionnent. Les pays de l'Interland qui commercent avec le Cameroun fonctionnent. Samedi dernier, il y a eu la pose de la première pierre du chemin de fer entre la RCA et le port de Kribi. C'est un projet intégrateur qui va absorber en termes de sollicitation d'emploi. Je regrette une fois encore, comme je le dis toujours, que la RCA est communiquée seule. C'est sur les médias de la RCA qu'on a l'information, alors que les médias camerounais n'ont pas l'information. C'est comme si le gouvernement camerounais, lui, n'a pas trouvé que cette information était importante. Et pourtant, c'est en situation de marasme économique de la sous-région. Je parle sous le contrôle de l'économiste. En situation de raréfaction des financements internationaux, seuls les projets intégrateurs peuvent nous sauver. Donc, on doit beaucoup communiquer sur les projets intégrateurs. Restons sur notre problématique, Timothée. Je suis dessus. Les Camerounais nous en suivent, nos gros nous suivent, et il ne faudrait pas qu'on les perde. Je suis dessus. Les projets intégrateurs qui bénéficient des financements conjoints peuvent nous sauver. Il faut communiquer là-dessus. Une fois que j'ai fermé cette parenthèse, je vais dire que le gouvernement camerounais doit réouvrir les yeux. Le président Aïdjo nous a laissé une nouvelle politique qu'on appelle l'équilibre régional. Les gens ont cru que ça devrait se limiter au concours. Non. L'équilibre régional doit être appliqué dans tous les secteurs d'activité. Parce que observer la cartélisation de l'économie qu'on a aujourd'hui fait que une ethnie X peut à elle seule paralyser toute une économie d'un pays. C'est très dangereux. Et c'est ce à quoi nous assistons. Où il y a des clans qui sont majoritaires dans plusieurs secteurs d'activité. On a tellement libéralisé des domaines tels que le transport qu'aujourd'hui, des privés peuvent décider de couper le Cameroun en deux. La première réunion demain au ministère des Transports avec les transporteurs, parce que certains transporteurs ont fermé les agences. Justement par une communication d'une source généralement bien introduite, qu'il y a véritablement les difficultés qu'on énonçait sur ce plateau pour rallier les deux principaux pôles du Cameroun, Yaoundé et Douala. On va pas parler Yaoundé, Yaoundé, Bertois. On a l'impression justement qu'il y a comme un mot d'ordre pour que le Camerounais ne se déplace plus, que justement chacun reste chez lui et que la communication du ministère du Transport est fort opportune. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on voudrait bloquer le transport alors que justement nous sommes dans une période où les Camerounais doivent aller et venir librement? Bloquer le transport, c'est bloquer l'activité économique, c'est bloquer la consommation, c'est bloquer la communication. Donc, pour revenir à la question telle que vous me l'avez posée, la classe gouvernante doit comprendre que la menace que nous dénonçons sur ce plateau depuis 6 mois est une menace réelle. Tout ça à quoi nous assistons n'est pas un phénomène spontané. C'est un phénomène savamment, je dirais même très savamment pensé, avec des collusions mafieuses, extérieures, intérieures, avec des transactions
funeste de l'intérieur, parce qu'il y a toujours la crise en interne. Il faut donc une communication gouvernementale, pédagogique, agressive. J'apprécie les préfets, les sous-préfets qui descendent sur le terrain pour parler aux populations. Même comme parfois, sont reçus en hostilité. Parfois, on a vu des images que nous, par souci et éthique, ne pouvons pas diffuser ici, mais où le sous-préfet, le commandant est apostrophé par une horde des individus en furie qui veulent en découdre avec l'ordre établi et l'ordre gouvernemental. Oui, parce qu'il y a eu un processus préalable de construction de la détestation de la classe dirigeante et gouvernante. De l'autorité. L'autorité n'est plus la figure tutélaire ou alors la figure protectrice. On a réussi à donner l'impression à certains Camerounais que l'autorité c'est l'ennemi. Que si tu as faim chez toi, c'est parce que les gens volent. C'est pour ça que j'ai toujours détesté la communication autour de l'opération Épervier. Parce qu'on a donné l'impression que chaque agent public qui s'achète un véhicule est soit un corrompu, soit un détourneur de fonds publics. Aujourd'hui, on se fait harakiri par cette manière de fonctionner. La manière dont on a étalé les milliards de l'opération Épervier, mais on était surpris quand on va au procès, quelqu'un interpellé pour un vol de 500 milliards, mais on ne parvient à prouver que 50 millions au TCS. Mais pourquoi tout ce ramdam? Pourquoi ces arrestations spectaculaires? Pourquoi cette auto-flagellation de l'ordre gouvernant? Voilà aujourd'hui, quelle est la perception que certains Camerounais ont de l'ordre gouvernant? C'est que c'est une bande de prévaricateurs. Or, qu'est-ce qui fonde l'efficacité d'un gouvernant? C'est la confiance. Oui. Donc, ils ont commencé par briser la confiance entre le peuple et l'ordre gouvernant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est au gouvernant, au préfet, au sous-préfet, de déconstruire. Alors Timothée, pour ne pas rester abstrait, je voudrais poser une question précise sur justement la classe politique. Vous nous ramenez sur le segment de l'ordre gouvernant, nous prenons, mais le doyen Bikoro nous révélait que c'est les mêmes qui sont là aujourd'hui, les mêmes qui en 92 étaient aux affaires politiquement parlant. C'est Belé Bouba, c'est Issa Chiroma, c'est Anissé Kane, c'est Djevian Kajani, c'est Paul Biya, c'est les mêmes qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se rendre compte qu'ils n'ont pas tiré les leçons d'hier avec justement ces villes mortes, bêtes en vie humaine, marasmes économiques qui ont été constatés et qu'en 2025, on veut reproduire les mêmes erreurs d'hier? C'est là où je vous interpelle, Timothée. C'est l'ordre gouvernant qui n'a pas tiré assez les leçons. Parce qu'il a laissé perdurer tout ce que j'ai cité ici, toutes ces dérives que j'ai citées. Et la classe politique, qui est viscéralement anti-Biya, tant que cette classe politique n'a pas renversé Biya, elle va reproduire les mêmes schémas jusqu'à ce que soit ils décèdent tous, soit ils atteignent leur objectif. C'est pour ça que c'est les mêmes acteurs ayant le même logiciel. Et vous voyez que ça ne prend pas partout, mais ça a pris quelque part. Aujourd'hui, ils ont cassé et brûlé la maison de parti RDPC de Marois. Oui. Donc là-bas, ce n'était pas des marcheurs, mais c'était une fois de plus des casseurs. On a vu la maison du SGPR adjoint quasiment saccagée et vandalisée. Voilà. Ça veut dire quand même qu'il y a de quoi avoir s'inquiéter. Bon, de quoi oui, on doit s'inquiéter parce qu'il y a des actes. Mais le gouvernement doit prendre des mesures. Il faut reconstruire la confiance entre l'ordre gouvernant et le peuple. Qu'est-ce qui a mis fin au Kassagaroua? Je sors par là. Très rapidement. Ce sont les Amaroua, Garoua, ce sont les comités de vigilance citoyens qui ont dit aux casseurs que si vous continuez, on vous prend en charge. Ne croyez pas que la sécurité ne peut être assurée que par l'armée. Le peuple est un élément capital dans la défense. Merci Timothée. Bonsoir. Certains observateurs des villes mortes sont contraints à obéir par bévue au risque de ne pas voir leur secteur d'activité incendié par les manifestants pendant leur manifestation ou après.